Bienvenue dans À l'épreuve. Chaque mois, nous débattrons de sujets de société sur la base de propositions concrètes formulées par des groupes de réflexion. Pour ce premier numéro d'À l'épreuve, nous avons choisi de nous concentrer sur l'école primaire. Pourquoi l'école primaire? Eh bien d'abord parce qu'elle concerne 6,5 millions d'élèves, ainsi que leurs parents bien sûr, mais aussi parce qu'en dépit d'une opinion plutôt favorable de la part d'une majorité de Français, l'école primaire semble être aujourd'hui dans une situation préoccupante. 2 chiffres, en effet, suffisent à illustrer ce constat. D'abord, 4 écoliers sur 10, c'est-à-dire environ 300 000 élèves chaque année, sortent du CM2 sans maîtriser les fondamentaux de la lecture, de l'écriture et du calcul. D'autre part, 9 élèves sur 10 qui redoublent leur CP ne décrocheront pas leur bac, c'est dire la valeur prédictive de l'école primaire. Face à ce constat, l'Institut Montaigne a dans un récent rapport formulé plusieurs propositions. Nous en avons sélectionné quelques-unes que nous soumettrons dans quelques instants au regard croisé d'un élu de droite, d'un élu de gauche et d'une experte. À l'épreuve, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro d'À l'épreuve. Avec nous sur ce plateau 4 invités. Jacques Grosperrin, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes député du Doubs, vous êtes également membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale et vous êtes rapporteur d'une commission qui vient d'être créée sur la formation des enseignants du secondaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bruno Julliard, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes adjoint PS au maire de Paris, en charge de la jeunesse. Vous êtes également secrétaire national du Parti socialiste en charge de l'éducation et vous avez été, comme chacun sait, président de l'UNEF entre 2005 et 2007. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Marie-Caroline Missire, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef éducation de l'AEF, qui est une agence d'information spécialisée dans le domaine de l'information sociale, des politiques sociales, de la recherche, de l'éducation et de beaucoup d'autres domaines. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et enfin, Daniel Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite des universités, vous avez créé l'université de Marne-la-Vallée et vous êtes conseiller spécial de l'Institut Montaigne, que vous allez représenter donc aujourd'hui. Merci beaucoup, Daniel Laurent, d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer avec la première proposition que vous avez faite dans le cadre du rapport récent sur l'école primaire à l'Institut Montaigne, qui consiste à redéfinir les cycles de l'école primaire. Daniel Laurent, expliquez-nous ce que sont les cycles, quel est le problème posé par les cycles tels qu'ils existent, et surtout ce que vous préconisez à l'Institut Montaigne. Il ne s'agit pas de les redéfinir, il s'agit simplement de les utiliser. Alors, les cycles ont été introduits en 1989, il y a pratiquement 22 ans aujourd'hui. Donc l'idée des cycles est une idée qui était très astucieuse, qui consistait à rompre avec le système des classes. Donc dans la loi, il est prévu 3 cycles. Un premier cycle qui concerne exclusivement l'école maternelle, le cycle des apprentissages premiers. Il y a un deuxième cycle qui est intéressant parce qu'il est à cheval sur la dernière année de l'école maternelle et les 2 premières années de l'école primaire, CP, le CP et CE1. Et le cycle des approfondissements qui regroupe les 3 dernières années de l'école primaire. Alors quel est l'intérêt des cycles? C'est que ça permet de mieux s'adapter au rythme des élèves. Les enfants ont des rythmes d'acquisition très différents. Donc une organisation par cycle, si elle est mise en place, à ce moment-là, permet aux professeurs des écoles de suivre les élèves globalement sur 3 années, ce qui change tout. Et la notion de redoublement disparaît. Un élève qui est plus rapide, on peut le prendre en charge. Un élève qui est plus faible, on peut également le prendre en charge. Et vous proposez donc d'appliquer de revenir enfin au cette loi qui cycles. date de 89. Alors, depuis 89, il y a eu des alternances. Aucun gouvernement n'est revenu sur les cycles. Bruno Julliard, au Parti socialiste, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Nous sommes très favorables à cette proposition. Vous avez raison d'ailleurs de souligner que nous n'avons même pas besoin de modification de texte pour pouvoir mettre en place. La loi est là, elle cet existe, il objectif. faut La loi est l'appliquer. là, il faut l'appliquer. Alors comme ça paraît assez simple. En réalité, c'est probablement une des propositions de l'Institut Montaigne qui sera la plus difficile à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, pour quelle raison? C'est pas, ça s'explique, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, si c'est dans la loi, ça n'a pas été appliqué, c'est quand même parce que c'est effectivement très compliqué. Je pense qu'il y a 2 conséquences qui sont très importantes. La première, c'est que ça devra se traduire effectivement par l'explosion du groupe classe tel qu'on l'entend traditionnellement. C'est-à-dire que nous n'avons pas, par exemple, pour une classe de CP, 20 ou 25 élèves qui font une année scolaire et puis à la fin il y a le couperet, on passe ou on redouble et puis on passe à l'année suivante CE1. Là ça veut dire qu'il faut une organisation de l'école primaire différente qui aura des conséquences à la fois sur l'organisation du métier même des enseignants
sur l'organisation administrative de l'école, ne serait-ce que sur l'inscription, par exemple, des élèves. Mais l'objectif, il est à mon avis déterminant. Donc d'accord avec cette proposition. On y est très favorable, notamment pour conclure, notamment pour répondre à cet objectif essentiel, c'est permettre que l'école s'adapte aux situations individuelles de chacun des élèves. Et pour cela, ça nécessite plus de souplesse dans les cycles. Il y a eu quelques expérimentations, par exemple à Grenoble, sur le cycle des apprentissages qui est le plus important, je pense. Oui. Grande section CPCE1, un dispositif qui s'appelle Parler, qui est d'une innovation pédagogique extrêmement importante et qui reprend cette idée d'organisation par cycle de l'école primaire. Jacques Grosperrin, à l'UMP, est-ce que vous partagez à la fois ce constat et cette proposition? Oui, je crois que tout à fait. 1989, c'était Jospin, c'était révolution copernicienne, c'était de mettre l'élève au centre des débats éducatifs. Je crois que la difficulté en politique, c'est qu'à un moment donné, les ministres se succèdent, n'appliquent pas toujours ce qui devrait être fait. Les circulaires, on les voit apparaître parfois avec trop d'inertie. Moi, je crois que le vrai problème dans les cycles, c'est la difficulté du statut du professeur des écoles. C'est aussi la polyvalence, c'est l'unicité du maître. L'unicité du maître et la polyvalence, à mon avis, sont quelque part intéressants, mais aussi sont des freins à un beau fonctionnement dans l'école. Parce que si on veut véritablement fonctionner sous la forme d'un cycle, il faut vraiment casser la classe. Et si on ne casse pas la classe, ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à régler ce problème-là. Donc casser la classe, ça veut dire qu'à un moment donné, on pourrait très bien s'imaginer un professeur des écoles avec des groupes d'enfants qui seraient en fonction des difficultés opérantes ou inhérentes à leur état, pouvoir changer de niveau. Mais c'est vrai que ça remet en question. Et aujourd'hui, c'est impossible, ça. Ce qui est normal, c'est le statut à ce jour, c'est la classe, c'est l'enseignant et c'est l'école. Donc c'est une des difficultés. Si on Trop rigide selon vous? Trop rigide parce qu'on se rend compte des difficultés, on se rend compte des connaissances qui ne sont pas acquises, on se rend compte des savoirs qui ne sont pas maîtrisés à l'entrée de la 6e, à la fin du CM2, parce que CM2 c'est quand même une période charnière importante avec un passage important. Donc je crois qu'il faut changer la structure, le cadre, et puis changer aussi les habitudes des enseignants. Parce qu'il est vrai que c'est rassurant pour l'enseignant d'avoir sa classe. On va y revenir quand on va parler des enseignants. Donc vous êtes à l'UMP d'accord également, comme au Parti Socialiste, avec cette proposition qui consiste à redéfinir les cycles, les redéfinir sur la base de la loi de 1989, tout à fait, apprentissage premier. Je crois que le Parti Socialiste est d'accord avec l'UMP pour... Marie-Caroline Missire, depuis 1989, il y a une loi qui existe, qui n'est pas appliquée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce blocage, alors même qu'il semble y avoir un consensus politique sur cette question des cycles? Ce qui est assez étonnant, et l'affaire des cycles l'illustre très bien, c'est que là, on voit bien qu'il y a un décalage fondamental entre le temps de l'école et le temps politique. C'est-à-dire que la temporalité n'est pas la même. Il faut à peu près 15 à 20 ans. Et là, on le voit très bien. On a dit 89, on est 22 ans plus tard, pour qu'une loi s'applique. Ça sera pareil pour la loi de 2005. Peut-être que 20 ans plus tard, on sera en train de parler de l'application enfin de la loi de 2005. Pour une raison très simple, c'est que c'est un ministère qui est énorme. C'est une machine administrative gigantesque. Donc, il faut accompagner ces réformes. Donc, ça prend un temps immense. C'est 800 000 enseignants. Donc, 800 000 enseignants à faire bouger. C'est aussi une question majeure. Donc les cycles, là-dedans, vous l'avez montré les uns et les autres, ça implique une explosion du groupe classe, ça implique une redéfinition du rôle du directeur d'école. Ce ne sont pas des choses qui s'inscrivent dans une circulaire et qui se font du jour au lendemain, c'est évident. Donc là, je suis heureuse de noter qu'il y a un consensus sur cette question, mais je rappelle simplement qu'on sort d'une réforme de l'école primaire. Darcos a mis en œuvre à la rentrée 2008, si ma mémoire est bonne, une réforme de l'école primaire qui est importante. Cette question des cycles n'était pas mise en avant. Donc, commençons, on va certainement y venir, mais commençons par mettre en œuvre, à s'intéresser à la machine, ce qui est un peu moins politique, peut-être un peu moins sexy à vendre, mais adapter la machine de l'éducation nationale à ces réformes qui existent, à ce cadre qui existe, accompagnons les équipes, et peut-être que effectivement, dans quelques années, on arrivera enfin à mettre en œuvre cette réforme des cycles. Bruno Julliard, j'ai lu attentivement le programme du Parti Socialiste, le projet, page 34, il est dit que, je cite, il faut une continuité entre l'école primaire et le collège. Est-ce que ça s'inscrit dans cette redéfinition des cycles, selon vous, ou bien c'est un autre sujet? Non, ça s'y inscrit pleinement, et dans l'objectif de mettre en place des cycles qui permettent une plus grande
individualisation des parcours et notamment un suivi pédagogique de chacun des élèves. Et ça s'inscrit surtout dans l'objectif fixé à la scolarité obligatoire, c'est-à-dire jusqu'à la fin du collège, de voir chaque jeune, chaque élève acquérir un socle commun de connaissances et de compétences, issu d'ailleurs directement de la loi de 2005 qui a été proposée par François Fillon. Une des difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est que l'école, primaire comme le collège d'ailleurs, ne se sont pas adaptés à l'objectif de cette acquisition du socle commun de connaissances et de compétences pour tous les élèves. Il appartient aujourd'hui à l'école, notamment par la mise en place des cycles, mais pas uniquement en réalité. Tous les autres sujets qu'on va traiter tout à l'heure, de la formation des enseignants au rythme, vont répondre à cet objectif-là, je dirais, d'inversement de la charge de la preuve. Il n'appartient plus à l'élève, dans un modèle très normé, à la réussite très normée, de sanctions d'ailleurs, de faire la démonstration qu'il évolue dans un terrain très compétitif et de sélection. Il appartient plutôt à l'école de s'adapter pour que dans la réalité des faits, chaque élève accède à ce socle commun de connaissances et de compétences. Et là, la mise en place des cycles est de mon point de vue un élément absolument déterminant pour essayer de lutter contre ce mal français qui est l'échec parfois massif, l'échec lourd, c'est-à-dire l'échec le plus grave, massif, et c'est notamment dû, je le crois, à une incapacité de notre système à repêcher les élèves qui commencent à décrocher, et puis alors malheureusement ensuite le décrochage est de plus en plus conséquent. Excellente transition vers la deuxième proposition que vous avez formulée à l'Institut Montaigne, dans le cadre de ce rapport qui s'intitule « Vaincre l'échec à l'école primaire », la limitation du redoublement. Un élève sur 5 aujourd'hui redouble une classe au cours de son périple à l'école primaire. C'est considérable. C'est 20% des élèves, contre 0,5% selon une récente étude de la Commission, en Finlande par exemple. Daniel Laurent, pourquoi limiter le redoublement alors même qu'on a plutôt en tête qu'il s'agit de donner une seconde chance à un élève en difficulté? Vous l'avez parfaitement souligné, un élève sur 5 redouble. Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec le redoublement, il y a une prédétermination. Sur les élèves qui redoublent une fois au primaire, 9% seulement atteignent le niveau du baccalauréat. Et un nombre considérable sont rejetés à la fin de la troisième sans quasiment... L'école primaire est très prédictive de ce point de vue. Elle est prédictive. La cohésion sociale se joue à l'école primaire. Je dis souvent, l'ouverture des grandes écoles commence à l'école maternelle et à l'école primaire. Donc cette proposition, c'est pas une proposition, c'est un objectif. Le redoublement est une spécificité française. Dans la plupart des pays, il n'y a pas de redoublement. Mais c'est lié également à l'organisation en cycle. C'est pour ça que le cycle, c'est très difficile à mettre en œuvre, mais c'est un révélateur de tous les dysfonctionnements. Et vous proposez donc de limiter drastiquement le redoublement. Ça signifie quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut le supprimer? Non, ça veut dire qu'en plus, les études montrent qu'un élève qui passe dans le niveau supérieur sans redoubler, parfois s'améliore dans le niveau supérieur. Il acquiert des matières un peu plus difficiles et puis beaucoup d'enfants ont des rythmes d'acquisition très différents. Ceux qui sont nés en fin d'année par rapport à ceux qui sont nés au début de l'année, ça paraît évident, c'est pas du tout évident à cet âge-là, des décalages de 6-7 mois. En plus, le redoublement, vous avez un problème de justice sociale. Tout dépend de l'école dans laquelle se trouve l'enfant. S'il est faible dans une classe de fort, on va le conduire à redoubler. S'il est moyen, s'il a le même niveau, mais qui se situe moyen dans une classe un peu plus faible, il ne redoublera pas. Donc il y a une absurdité dans le système. Et le redoublement rassure un peu. On tire en touche, en fait, à la fois du côté des parents et du côté des enseignants. Et en plus, c'est pas mis en avant, mais vous avez un coût économique du redoublement. Ça représente une fraction du budget de l'éducation nationale. Messieurs, que pensent la gauche et la droite de ce sujet, de cette proposition, limiter le redoublement? Jacques Grosperrin, allez-y. Je crois que le redoublement, c'est un coût économique, mais ça a surtout un coût affectif pour les enfants et puis pour les familles, parce que ça singularise, ça indexe l'enfant qui redouble par rapport aux autres. Mais on sait que les familles que les parents d'élèves sont plutôt favorables au redoublement. Non, les parents sont surtout favorables parce que leurs enfants réussissent leur scolarité et puis qu'ils aient un métier au bout. Je crois qu'en réalité, le problème du redoublement, c'est pas tant le fait de dire, ben voilà, on va faire en sorte qu'il y ait tant d'enfants qui redoublent ou si tu n'arrives pas à résoudre ce problème-là, on va te faire redoubler. Je crois que ça pose la vraie question des contenus d'enseignement et puis surtout de la manière, de la méthode pédagogique. Parce qu'en réalité, si redoubler, c'est refaire le même programme l'année suivante, sans avoir atteint un niveau de maturité. Je crois qu'on ne réglera pas le problème de l'apprentissage. Et toute la difficulté d'un apprentissage réside essentiellement dans le problème de faire quoi? De faire en sorte que dans les contenus d'enseignement et dans les méthodes pédagogiques, on inverse et on change la manière d'apprendre aux enfants. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être s'interroger, non pas dire que le redoublement c'est quelque chose qui n'est pas bon, qu'il faut absolument rejeter parce que c'est un coût économique affectif. Il faut peut-être s'inquiéter ou s'informer sur le fait de qu'est-ce qu'on fait à la place, qu'est-ce qu'on fait pour remédier, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer l'apprentissage. Vous savez ce qu'on disait, la boîte noire de l'élève, de l'enfant, pour faire en sorte que cette fois-ci,
ils comprennent les choses, donc ils les apprennent avec cette véritablement. proposition qui consiste à limiter le redoublement. Tout à fait. Lorsque vous parliez tout à l'heure des travaux de Grenoble de Zorman par les bambins, je crois que c'est un cas typique d'une méthode pédagogique, d'une expérimentation, certainement à généraliser dans d'autres régions de France, où là on s'intéresse plutôt sur le contenu plutôt que sur la forme. Bruno Julliard, au Parti Socialiste, est-ce que vous êtes également favorable à cette proposition qui consiste à limiter drastiquement le redoublement à l'école primaire? Je ne crois pas qu'on puisse qualifier ça de proposition, mais il s'agit d'un objectif que nous partageons totalement, d'ailleurs que nous faisons également nôtre dans notre projet. C'est pas forcément une proposition parce qu'on ne peut pas décider du jour au lendemain de supprimer le redoublement. On peut rendre le passage automatique comme ça a été fait en Norvège ou au Royaume-Uni. Qu'allons-nous faire des élèves qui sont en situation d'échec scolaire, de décrochage? Ils ne réussiront pas forcément plus en passant au CE1 ou CE2 si aujourd'hui on leur propose le redoublement. C'est là où, en réalité, l'objectif de limitation drastique du redoublement, il sera une conséquence de la mise en place notamment de la politique des cycles. Les deux propositions sont directement liées et elles vont ensemble. Mais en effet, le redoublement est à la fois injuste, parce que malheureusement, les élèves qui ont redoublé, notamment à l'école primaire, leur destin scolaire n'est pas plus favorable elle est même nettement d'ailleurs défavorable par rapport aux autres élèves. Ça coûte de l'argent qui serait nettement mieux investi dans d'autres politiques éducatives, notamment dans l'innovation pédagogique, par exemple. Cela dit, non, pas une réserve, je dis simplement qu'on ne peut pas le décider du jour au lendemain. On ne pourra pas dire en 2013 on supprime le redoublement. Je pense que le redoublement, à terme, si possible assez vite, mais il doit être limité aux élèves. Limité aux élèves qui ont eu soit une rupture dans l'année, soit pour cause de maladies des cas personnelles, exceptionnels. Voilà, des cas exceptionnels, soit pour des raisons familiales qui ont eu des conséquences particulières. Et encore, dans le cas d'une politique de cycle, si on allait au bout de la politique de cycle, normalement le redoublement en lui-même n'a plus du tout de sens. Je veux simplement attirer l'attention sur le fait qu'on peut être d'accord ici autour de cette table, mais vous avez raison quand vous posez la question sur l'impact que ça aura dans l'état d'esprit des familles. Nous avons quand même un système scolaire qui s'est construit sur cette conception très sélective du système éducatif. Et lorsqu'on demande aux Français, dans des sondages, qu'est-ce que vous pensez du système de notation, qui est une notation d'abord par la sanction? Que pensez-vous du redoublement? Que pensez-vous même de l'idée de la sélection à l'entrée du collège, alors qu'on a d'ores et déjà le système le plus sélectif de l'OCDE? Majoritairement, les Français répondent oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un dressage des cerveaux sur cet aspect très sélectif du système scolaire. Donc on aura besoin de convaincre les Français que c'est à la fois coûteux, inefficace et surtout que d'autres solutions existent. D'accord. Marie-Caroline Sire, ce que montre bien... il y a des pays qui ont interdit le redoublement, tout simplement. Passage automatique, Norvège, D'abord, c'est une exception française, vous l'avez dit. Le redoublement à l'école primaire, ça n'existe pas dans... Le redoublement dans le système éducatif en général. Deuxièmement, il faut quand même savoir, là encore, les projets annuels de performance qui sont dans le budget que vous avez voté, monsieur le député, c'est un document budgétaire qui accompagne le budget de chaque ministère et qui dit pour telle mission, puisqu'il s'agit de mission, et on doit atteindre tel objectif. L'idée, c'est que l'État n'alloue pas de l'argent sans connaître à quelle mission ça va, à quel usage ça va avoir. Donc, dans tous ces documents budgétaires, il est écrit noir sur blanc qu'il faut limiter le redoublement. Les rectorats s'y emploient, donc c'est une politique qui existe déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le terrain pour qu'il y ait 20% de redoublement? Ce que je voulais dire, et ce qui est intéressant primaire dans cette discussion, c'est que ça montre bien que la question du redoublement est une question idéologique. En France, et qui pose bien la question du pouvoir de l'enseignant. On n'a pas autour de cette table les représentants des syndicats, mais si nous avions le SNES ou le SNALC, ils hurleraient en vous entendant dire il faut limiter le redoublement. Pourquoi? Parce que ça remet en cause la qualité de l'enseignant, sa légitimité, sa capacité à dire non, cet élève ne peut pas suivre à l'étape supérieure. Alors bien sûr, il faut s'occuper de savoir ce qu'on fait des élèves qui ne redoublent pas et qui ne sont pas au niveau. Bien sûr, ça coûte cher. On est tous d'accord là-dessus. Il y a un consensus. Mais qu'est-ce qu'on fait de la question idéologique que vous rappeliez pour les familles, mais qui est très forte chez les enseignants? Donc là encore, on atteint une question qui est fondamentale et qu'on va atteindre sur toutes les questions que vous allez nous poser. Le métier enseignant, l'organisation, la conception du métier enseignant. Qu'est-ce que c'est qu'enseigner? Voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Moi, juste deux points. En Finlande, c'est vrai qu'il y a peu de redoublement parce qu'on s'intéresse... 0,5%. Ah oui, 0,5%, parce qu'on s'intéresse tout de suite dès qu'il y a un enfant qui est en décrochage ou qui est en difficulté, on essaie d'aller vers lui et puis de récupérer, puis essayer de réfléchir sur ce qu'on peut faire pour l'aider à travailler mieux, en réalité à réussir mieux. Donc ça veut dire que c'est un autre état d'esprit. Deuxième point, si on regarde chez les enseignants, les fils d'enseignants, c'est la corporation dont les enfants redoublent moins.
Donc ça veut dire que véritablement, pour rejoindre peut-être ce qui a été dit tout à l'heure, pour arriver sur le troisième point sur le fait de sélection naturelle, etc., je crois qu'on peut expliquer aux parents. On peut expliquer aux parents qu'en réalité, au-delà des notes, au-delà d'un système peut-être plus classique, il y a une autre manière de faire pour que nos enfants soient en situation de réussite. Troisième proposition à débattre, la question des rythmes, plus des cycles, à travers l'allègement du calendrier scolaire. 140 jours sur 365 d'école seulement pour les écoliers français, c'est extrêmement peu et ça signifie très concrètement que les semaines sont hyper denses en réalité pour nos enfants, pour les écoliers, à l'école primaire en France. Vous préconisez, Daniel Laurent, à l'Institut Montaigne, d'alléger les rythmes. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire qu'il faut revenir à la semaine de 5 jours? Bien sûr. Vous avez cité quelques comparaisons tout à l'heure sur le rythme scolaire, il faut les citer aussi. Les écoliers français, c'est 140 jours par an. Alors, sans aller au Japon, où ils font 200 jours. En Italie, c'est 180 jours. En Finlande, je crois que c'est 170 jours. C'est pas neutre quand on le multiplie par 12 sur une scolarité. C'est quasiment une année. C'est très important. Donc, nous sommes revenus, nous avons fait des propositions de bon sens, à savoir qu'il faut prendre en compte l'intérêt des enfants, pas l'intérêt des parents, ni de l'industrie touristique. Il faut voir où sont les lobbies dans cette affaire-là. Donc on aura effectivement à la fois allongé le nombre de jours, de jours de scolarité dans la semaine. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire le mercredi ou le samedi? Puisque Xavier Darcos avait supprimé le samedi matin. C'est à voir le mercredi et le samedi peut-être, ou le mercredi ou le samedi, ou le samedi, c'est à laisser à l'initiative locale. Mais il faut que les élèves, aujourd'hui ils font ces 6 heures par jour de scolarité, c'est quand même très important. Et également allonger l'année scolaire. On préconise d'allonger de 2 semaines l'année scolaire. Donc réduire les vacances. Et réduire les vacances. Réduire les vacances des enseignants, des élèves. J'ai fourché. Bruno Julliard, oui. Sur cette question de l'allègement des rythmes, semaine de 5 jours, mercredi ou samedi, êtes-vous d'accord avec, et réduction des vacances, êtes-vous d'accord avec la proposition de l'Institut Montaigne? Je suis d'accord avec oui, d'ailleurs, la totalité des propositions. Le terme d'allègement des rythmes n'est pas forcément celui qui convient, parce qu'en l'occurrence, dans l'année, il faut augmenter le nombre de semaines. Nous proposons d'augmenter de 2 semaines dans l'année, le nombre de ça revient au même, 2 semaines de vacances en moins. 2 semaines travaillées. Alors ça demandera d'ailleurs de respecter un nombre de... toute l'année, y compris au début de l'année, je pense notamment aux vacances de la Toussaint, le cycle de 7 semaines d'école, 2 semaines de vacances, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour le premier trimestre. Il faudra une semaine de 5 jours éducatifs. Alors nous disons, le Parti socialiste, 5 jours éducatifs. D'abord, je veux dire que la mise en place... 5 jours éducatifs? Je vais y venir. La mise en place des 4 jours par le gouvernement actuel est l'une des réformes, je le pense, les plus désastreuses en termes de conséquences. En termes de conséquences, notamment sur le décrochage scolaire des élèves en difficulté, notamment ceux issus des catégories sociales défavorisées. Ça mériterait d'être explicité. Enfin, tout le démontre du rapport de la Cour des comptes à l'Institut Montaigne. Il faut donc revenir là-dessus. Nous disons 5 jours éducatifs, probablement avec 4 jours et demi scolaires traditionnels et probablement le mercredi matin d'ailleurs, et une demi-journée qui doit être obligatoire dans le temps scolaire, mais qui peut permettre l'intervention d'acteurs extérieurs à l'école, soit du périscolaire, soit des activités culturelles, sportives, qui doivent être intégrées dans un temps obligatoire scolaire, mais qui ne sont pas forcément réalisées par les professeurs des écoles, puisque une des conséquences sera bien évidemment de revenir sur ce qui est considéré, à raison d'ailleurs, comme un acquis pour les enseignants du premier degré, c'est-à-dire d'avoir uniquement 4 jours travaillés dans la semaine. Ça devra donc être négocié. La proposition n'est pas négociable elle-même. En revanche, son application doit être négociée et puis probablement d'ailleurs rémunérée, notamment pour les 2 semaines supplémentaires dans l'année. Jacques Grosperrin, c'est l'UMP, enfin c'est le gouvernement actuel qui a mis en œuvre la semaine de 4 jours. La gauche dit que c'est une erreur. Est-ce que vous partagez ce constat? Je tiens à dire tout de même à Bruno Julliard que le décrochage scolaire, c'est en collège essentiellement, donc dans le primaire, on ne sait pas. Mais je crois quand même quelque part... les enfants sont fatigués, les enseignants sont fatigués, et même les parents sont fatigués. Tout le monde est fatigué. Donc on a le droit de dire, à un moment donné, on a essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Je crois que c'est intelligent, et en politique, de revenir sur ce qu'on a fait, puis d'essayer de trouver quelque chose de peut-être plus normal. Moi, je crois qu'il faut agir au départ sur le
taux journalier, c'est-à-dire le nombre d'heures par jour. Je crois que ça, c'est quelque chose, c'est le premier levier qui est intéressant. Parce que si on se rend compte, il n'y a pas de distinction ou de différenciation entre le nombre d'heures qu'un élève de maternelle peut passer, de CP, de CM2, etc. C'est le même nombre d'heures, à peu près 6-7 heures par jour. C'est énorme. Donc, à mon avis, il faudra diminuer le nombre d'heures et le faire varier en fonction du niveau et de l'âge des enfants. Deuxième point, c'est agir dans la semaine. On sait que la difficulté à ce jour, sur la semaine des 4 jours, c'est qu'il n'y a plus d'éléments synchronisateurs. Et c'est vrai que le fait de pouvoir, à un moment donné, avoir classe... Moi, j'irais même plus loin. Je ferai lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi, samedi matin. Ça, c'est une position personnelle ou bien c'est celle de l'UMP? Très personnel. Non, c'est très personnel. Pourquoi? Parce qu'on sait que lorsqu'il y a classe le lendemain, les enfants se couchent plus tôt et on sait, tous les chronobiologistes nous le disent, c'est synchronisateur du temps et puis de la vie. Je crois que c'est quelque chose d'important. Le problème, c'est que les familles recomposées font qu'on ne peut pas faire le samedi matin. Donc, Bruno Julliard l'a fort bien dit. Je crois qu'il faudra réfléchir sur le fait. On sera de toute manière amené à retravailler le mercredi matin pour faire en sorte qu'il y ait ces moments où on allège la journée, on allège la semaine. Et puis, on allégera l'année nécessairement. Donc, l'année à alléger, c'est quoi? C'est peut-être reprendre certainement. De toute manière, il faudra reprendre plus tôt l'année scolaire. Faire attention tout de même, parce que lorsqu'on fait des emplois du temps, bon, là, nous sommes dans le primaire, mais dans le secondaire, lorsqu'on fait des emplois du temps et les chefs d'établissement travaillent quand même jusqu'à début août, il faudra qu'à un moment donné, qu'ils aient aussi des possibilités de vacances. Ça veut dire aussi qu'il faudra peut-être réfléchir sur les 2 zones ou les 3 zones. Il faudra réfléchir sur d'autres manières de fonctionner, sur une régionalisation. On pourrait très bien s'imaginer que les élèves travaillent à certaines périodes de l'année en Haute-Savoie et puis que d'autres travaillent à un autre moment, peut-être du côté de Quimper. Je crois que l'idée, c'est qu'il ne faut rien s'interdire. Il faut faire en sorte que l'école soit plus efficace, alléger la journée, c'est le point de départ pour que la semaine et l'année puissent à un moment donné évoluer. Marie-Caroline Missire, sur cette question des rythmes, encore une fois, tout le monde a l'air d'accord. Voilà, il faut alléger le rythme, il faut réduire les vacances. Ça fait des années et des années que les chronobiologistes, effectivement, soulignent le fait que nos élèves ont des semaines beaucoup trop compactes, beaucoup trop denses et que tout ça est totalement contre-productif. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le mettre en œuvre alors même que tout le monde est d'accord? Quels sont les enjeux sous-jacents, politiques, financiers ou autres? Il y a des enjeux politiques qui sont énormes. Je vous donne simplement un exemple. Il y a une commission en ce moment sur les rythmes scolaires, justement, on en parle, qui travaille depuis plus de 6 mois maintenant, avec des gens très bien à l'intérieur. Voilà, tout le monde faut se faire là-dessus, il y a des rapports, etc. Le ministre Luc Châtel a laissé entendre, pas directement, mais qu'effectivement, il fallait peut-être revenir sur cette idée, d'où l'idée de cette commission. Mais quand on pose la question, alors, est-ce qu'il faut revenir à la semaine de 5 jours? Alors déjà, il y a la présidentielle. Donc déjà, c'est pas possible avant 2013. C'est acquis, tout le monde le dit, mais bon, si tout le monde considère que c'est une réforme qui ne marche pas, même un représentant de l'UMP qui a l'air de dire qu'on peut revenir sur des réformes qui ne marchent pas en cours de mandat, bon voilà, donc déjà on est déjà en 2013, voire 2014 si on change. Quels sont les enjeux justement sous-jacents? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas revenir à cette semaine de 5 jours? Tout simplement parce que c'est un acquis. Quand même. Il faut voir que quand Darcos a annoncé cette réforme au journal de 20h sur TF1, c'était pas non plus n'importe où. C'était un coup politique énorme parce que l'opinion a suivi, les parents d'élèves sont ravis, c'était un coup en direction des parents. Et les enseignants n'étaient pas insensibles. Le SNUIPP, leur principal syndicat, a suivi tout simplement parce que ça fait une demi-journée en moins le samedi matin qui saute. Et ça, tout le monde était assez content au départ, il faut quand même s'en souvenir. Revenir c'est les parents d'élèves qui poussent dans ce sens. La réforme s'est pas vraiment faite comme ça. Je ne vais pas revenir sur le contexte et du moment où elle est apparue, mais en tout cas, cette mesure a rencontré un succès. Après la mise en œuvre, c'était autre chose. Et aujourd'hui, les enseignants disent oui, je suis fatiguée, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient prêts à revenir à 5 jours, en tout cas dans les conditions actuelles. Il faudrait une contrepartie, en tout cas c'est ce que certains vous disent. Donc il y a un enjeu politique, il y a un enjeu économique qui est celui des lobbies touristiques que vous avez cités, et c'est très difficile, le calendrier des vacances scolaires, c'est très très compliqué. Quand vous essayez d'organiser un événement, vous voyez que les semaines de vacances scolaires se cumulent, c'est presque impossible, donc faire bouger ça c'est compliqué. Donc enjeu politique, enjeu économique. Les syndicats d'enseignants, d'instituteurs, de professeurs des écoles se sont, je crois, exprimés contre, sont assez hostiles au retour aux 5 jours. En arrière, oui. Et en plus tout cas, que les parents, en leur réalité. Principal syndicat, mais alors là, c'est pas Bruno Julliard qui va me dire le contraire, mais il y a toujours un double discours des syndicats, quel que soit le contexte, selon le contexte dans lequel vous leur parlez, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, ça sera à négocier et que les syndicats attendent une contrepartie là-dessus. Bruno Julliard. Juste un mot, parce que cette
cet échec-là, que de temps perdu d'abord, hein, mais cet échec-là, c'est aussi l'échec d'une méthode et de mise en place de politiques éducatives qui ont d'abord répondu à la loi des sondages et du coût médiatique, plus qu'à la réalité de ce qu'est le système éducatif. Précisez ça. Par exemple, la semaine des 4 jours, c'était effectivement quelque chose qui était populaire dans l'opinion, et puis, reconnaissons-le aussi, populaire chez les enseignants du premier degré, bien évidemment. Beaucoup de pédagogues et de spécialistes savaient que ça nous menait au mur et que c'était une erreur. La suppression de la carte scolaire, qui est aussi idéologique, qui ne répond pas uniquement, il faut le reconnaître aussi, à des sondages qui disaient que, bah oui, moi j'ai envie de pouvoir inscrire mon enfant dans l'école de mon choix. Tout le monde savait qu'une des conséquences, ça allait être une ségrégation sociale et scolaire plus importante. On l'a quand même fait. Donc il faudra revenir là-dessus, ça ne sera pas forcément évident, et je me félicite que, même si ça nous aura fait perdre beaucoup de temps, que le gouvernement, en tout cas pour l'instant l'UMP, souhaite revenir sur cette réforme très négative. La position de l'UMP sur cette semaine de 4 ou de 5 jours, le retour à la semaine de 5 jours? Plusieurs choses. Vous disiez tout à l'heure par rapport au lobby touristique, il faut savoir quand même que seulement 7% des enfants partent au sport d'hiver. Donc on ne va pas quand même, à un moment donné, ça veut dire qu'il y a 93% des enfants qui n'y vont pas et qui subissent quelque part le dictat des 3 zones. Donc on peut s'interroger aussi. 3 zones qui ont été mises en œuvre après les JO de 68, à la demande effectivement d'un certain nombre d'acteurs économiques. Tout à fait. Pour rentabiliser les stations de sport d'hiver. Oui, rentabiliser. Et puis suite aux Jeux de Rome où il y avait une déconfiture de nos athlètes, de nos sportifs à ce moment-là aussi, en 1960. Et puis aussi revenir, je crois qu'on a le droit d'être intelligent quelque part. Ça a été négocié par les syndicats. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les enseignants se sont dit, si on passe à 4 jours, on va diminuer certainement le nombre d'heures qu'ils font dans la semaine. Et comme il y a une revendication forte pour faire en sorte que les professeurs des écoles fassent à peu près le même nombre d'heures que les professeurs du collège et lycée, je crois qu'il y a eu à un moment donné quelque chose qui était conjoint. Et puis enfin, je voudrais dire... c'est vrai qu'on était peut-être dans une expérimentation qui est peut-être allée trop vite et trop loin. Je crois qu'il faut peut-être s'interroger maintenant sur des choses peut-être plus cousu main ou réfléchir sur le fait d'expérimenter localement, et c'est ce qu'on va essayer de faire. 2013, pourquoi 2013? Parce que la rentrée scolaire est pour ainsi dire prête, donc on ne peut pas faire les choses dans la rapidité, on nous reproche quelque part d'aller trop vite, donc là prenons notre temps, évaluons, c'est ce que fait actuellement le ministre Châtel. Daniel Laurent, 4e proposition, mieux recruter, mieux former les enseignants, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie de partir du réel. Hein. Et nous, on a été très sensibilisés à l'Institut Montaigne par des études que nous avons réalisées, par exemple, sur le quartier des Bosquets à Montfermeil. C'est vrai que le métier d'enseignant est unique, mais il y a des modalités très différentes. Donc, il y a des comportements très différents. Pourquoi il y a des modalités très différentes? Les enseignants, ils sont recrutés après lui. Non, justement, ça c'est universel. Mais si on regarde le métier d'enseignant au quartier des Bosquets à Montfermeil et le métier d'enseignant dans une école primaire conditions de travail, dans le 6e arrondissement de Paris, non, c'est des bonnes conditions de travail, mais avec des publics totalement différents. Quand vous avez un public extrêmement hétérogène, c'est des réflexes, des méthodes à mettre en œuvre qui sont très différentes de celles que vous mettez en œuvre dans une école de quartier de centre-ville où vous avez 50% d'enfants, d'enseignants ou de cadres supérieurs ou de cadres moyens. C'est totalement différent. C'est des mondes différents. Ou être professeur des écoles dans une commune, dans une école rurale en Lozère ou en Ariège chez moi. C'est des profils différents. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Donc là, en France, on est un des rares pays où la formation d'enseignants, en quelque sorte, elle est consécutive. D'abord, formation générale. Moi-même, j'étais prof de maths informatique. Eh bien, j'ai eu de mes anciens élèves qui, à la fin, c'était la licence à l'époque. Après une licence de maths, ils passaient le concours de professeur des écoles parce qu'en maths, ils réussissaient assez bien. Bon, ils n'avaient aucune idée du métier. Ils n'avaient pas été... Alors, peut-être qu'il faut revenir, c'est ce qu'on analyse, c'est avoir une formation parallèle. En parallèle, la formation générale et la formation au métier d'enseignant. En fait, la bonne analogie, c'est l'internat en médecine. C'est exactement la même chose. Donc pourquoi ne pas mettre en œuvre des formations par alternance dans le domaine de l'enseignement et que les futurs enseignants soient déjà mis au contact des élèves et dans des situations très variées. Ce qu'on évoquait tout à l'heure pour les cycles.
C'est clair que c'est de nouvelles méthodes, c'est de nouvelles organisations, mais les enseignants, leur métier évolue aussi. Est-ce que c'est pas, Jacques Grosperrin, aussi un problème de rémunération? Un point sur cet élément. Les enseignants, disent-ils, selon plusieurs syndicats, sont moins bien payés que les enseignants, que les professeurs de collège et de lycée, alors même qu'ils font davantage d'heures, qu'ils travaillent davantage d'heures. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement, est-ce que ce n'est pas une solution pour mieux les motiver, les augmenter? Oui, ou faire un corps unique, c'est-à-dire, mais le problème c'est c'est difficile, parce que ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un enseignant qui soit, un enseignement et demi qui soit dans le primaire. Moi je voudrais surtout dire par rapport à mieux former les enseignants qu'il faut agir sur le concours de recrutement. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est le levier fondamental. Si on agit sur le concours de recrutement, on changera la manière de fonctionner, on changera la manière d'enseigner. Parce que la difficulté à ce jour, c'est que nos étudiants sont très forts d'un point de vue académique, et en plus on évalue un master avec des exigences intellectuelles et universitaires, et puis après le concours, évalue de nouveau des exigences intellectuelles et universitaires. Ça c'est différent de la formation alternance. Donc à un moment donné, il y a deux manières de faire. Soit on le fait en alternance avec un tronc commun, puis se dire, comme ça existe actuellement, les professeurs d'éducation physique, ça fonctionne comme ça. Première année d'études, en Deguin, en licence 1, pardon, c'est ce qu'on appelle licence 1 maintenant, ils ont un stage à faire, un stage de 15 jours. En licence 2, ils ont un stage dans primaire. En licence 3, ils ont un stage dans collège. Et en master maintenant, ils ont un stage. Donc il faut créer une filière universitaire spécifique. Soit on crée ça. Nous sommes en train de travailler dessus, sur le recrutement et la formation des enseignants, dans le cadre de rapport. Donc je n'ai pas d'a priori. Soit on fonctionne comme ceci dans les universités, et puis on fait de l'alternance avec des allers-retours constants, théorie pratique sur le terrain, dans les salles de cours, ou soit, à un moment donné, on évalue, que le master évalue les connaissances institutionnelles, universitaires, et après le concours, évalue uniquement les connaissances pratiques. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc il y a deux manières de voir les choses, soit c'est consécutif, soit c'est ensemble avec une formation qui peut être intéressante. Bruno Julliard, au Parti Socialiste, qu'est-ce que vous préconisez? Augmenter les rémunérations, améliorer la formation à travers, par exemple, de l'alternance? Le premier chantier que nous lancerons si la gauche remporte les élections de 2012, ça sera la mise en place d'une réelle formation professionnelle et pratique des enseignants. Donc c'est de l'alternance. Notamment par l'alternance. Je pense que dans la casse de l'école et l'affaiblissement sans précédent de l'école issue des politiques éducatives de la droite, depuis 2002 et particulièrement depuis 2007, la suppression de la formation pratique et professionnelle des enseignants est probablement la plus grave. Par la quasi-suppression des IUFM dans les universités, et surtout par la réforme tant du concours que par la masterisation, je ne rentre pas dans les détails, mais ça s'est traduit par quoi? On a dit aux enseignants, vous êtes le seul métier qui ne s'apprend pas. On va simplement évaluer vos compétences académiques et disciplinaires, et à partir de là, on va considérer que vous serez un bon enseignant. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et on a envoyé au casse-pipe des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes enseignants qui ne s'en sont pas sortis. Et d'ailleurs, le taux de démission la première année a augmenté de 50%. Et alors, ce qui est quand même le tour de force de la droite, s'il vous plaît. On échangera les chiffres. S'il vous plaît. Alors, le tour de force de la droite, c'est nous avoir expliqué que vous allez voir, on aura des enseignants qui seront mieux formés parce que maintenant, on va les recruter à Bac+5. C'est vrai, on les recrute à Bac+5 et d'ailleurs, on ne reviendra pas là-dessus. Il faut qu'ils aient la reconnaissance et la rémunération. Reconnaissance, donc un master et la masterisation. Sauf que c'est devenu tellement difficile de faire ce métier que le nombre de candidats a dramatiquement chuté. C'est-à-dire que le taux de sélection est moins important qu'avant. En réalité, aujourd'hui, parce qu'ils sont très mal payés. Il n'y a pas que ça, c'est aussi parce que les conditions d'exercice du métier sont épouvantables. Aller dans des collèges de ZEP difficiles, on ne leur a pas appris le métier. Enfin, je veux dire, c'est tout simplement pas supportable. Et donc on a aujourd'hui finalement un taux de sélection moins important qu'avant. C'est-à-dire que c'est plus facile de devenir enseignant aujourd'hui qu'avant. Et à part ça, on nous a vendu qu'on allait avoir des enseignants mieux formés qu'auparavant. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus mal formés, compte tenu de ce que vous dites? Ils sont nettement moins bien formés qu'auparavant. D'un point de vue académique et disciplinaire, on a de très bons professionnels. On a de très bons historiens, on a de très bons mathématiciens, mais nous n'avons pas de bons enseignants parce qu'ils sont de bons mathématiciens. Et c'est là simplement où, d'un point de vue de la conception du métier, c'est là que tout découle. Et je pense que la droite n'a pas de crédibilité sur d'autres sujets dans les réformes éducatives si elle ne traite pas ce problème-là. Parce que la conception du métier est un élément déterminant sur les réformes qu'on veut faire ou pas du système éducatif. Jacques Grosperrin, court droit de réponse sur les 50% de démissionnaires. Oui, non, mais c'est faux, on le sait très bien que c'est faux. Il y a des statistiques. Non, c'est les chiffres du ministère. Laissez-moi terminer. Non, il y a des statistiques par rapport à ça. Je vous les enverrai avec plaisir. Oui. Donc on sait que c'est faux. Il n'y a pas plus de démissions qu'auparavant. Il n'y a pas
plus de démission qu'auparavant. Par contre, ce qu'on peut dire par rapport aux UFM, c'est que tous les syndicats, presque tous les syndicats s'accordent à dire que la suppression, quasi-suppression, parce que ça existe toujours pour les professeurs des écoles, des UFM est une bonne chose. Parce qu'en réalité, dans les UFM, il n'y avait pas ce côté pratique qu'on souhaite, nous. Il n'y avait pas cette partie pédagogique qui pouvait... Moi, j'ai enseigné en UFM. J'ai vu ce qui se passait. On enseignait en UFR STAPS, on faisait une formation qui était disciplinaire et pratique. On enseignait une formation disciplinaire et pratique. Et à l'UFM, nos enfants, nos élèves disaient, mais attendez, on n'apprend rien de plus, il n'y a pas ce rapport à la pratique. Donc que les UFM, à un moment donné, aient été supprimés, en quelque sorte supprimés, je crois que c'est une bonne chose et tout le monde s'accorde à dire. Maintenant, vis-à-vis du nombre d'étudiants qui ne veulent plus aller dans la formation d'enseignants, il faut peut-être aussi que les... De professeurs des écoles. De professeurs des écoles et de professeurs tout court. Il faut peut-être aussi s'interroger sur le fait qu'à force de dire, à force de matraquer, à force d'insister sur le fait que l'enseignant c'est compliqué, qu'il y a des actes d'incivilité, que c'est difficile, etc., il faut peut-être dire aussi à un moment donné que c'est un beau métier, qui est admirable, où on s'exprime bien. Puis il y aura peut-être de nouveaux étudiants qui réussiront à venir dans ce type de projet professionnel-là. Il faut arrêter de noircir le débat. Et si on arrêtait de noircir le débat vis-à-vis des étudiants, je pense qu'on aurait certainement plus d'étudiants qui iraient vers la formation Bruno Julliard, professionnelle. très rapidement, ensuite... je comprends qu'elle avait des élections, il est difficile d'assumer le bilan éducatif de la droite. Mais je vous vois revenir sur la semaine des 4 jours. UFM, sur tous les sujets. Je vous vois revenir sur la semaine des 4 jours, sur la formation des enseignants et même sur la priorité du primaire, alors que vous avez supprimé des postes dans le primaire. Je dis simplement que sur ce sujet-là de la formation des enseignants, ça s'est traduit par une aggravation des conditions de travail des enseignants qui sont vécues par les enseignants, même qui le disent. Les témoignages sont nombreux de ce point de vue-là. Il faut regarder la réalité en face. C'est devenu très pas en même temps. Eh bien, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Vous devriez plus souvent vous rendre Marie-Caroline dans des Missire, établissements. on arrête là, messieurs. Je suis formateur, juste 2 secondes. On arrête je là, suis formateur, c'était mon métier, donc je sais ce qui se passe sur le terrain. Bon, on arrête là. Marie-Caroline Missire, allez-y. Sur cette question de la formation des enseignants. Ce débat, parce qu'on voit que qu'est-ce qui les fait bouger les uns les autres, c'est quand on aborde la question de l'évaluation des politiques publiques, si récente soit-elle. On a aujourd'hui peu d'éléments. Bruno Julliard a cité un pourcentage. Voilà, il y a des accords sur ce pourcentage. Les rapports sur cette masterisation sont pas rendus publics. Bon, ça c'est un problème que rencontrent parfois les députés, que rencontrent les politiques, que rencontrent les journalistes. L'évaluation est quelquefois fait débat et en tout cas quelquefois un peu difficile. Mais là, vous nous dites que l'évaluation est contestable ou bien qu'il n'y a pas assez d'évaluation? Il n'y en a pas. Et la preuve, quand on aborde la question des chiffres, combien il y a eu d'enseignants démissionnaires à la suite de la mise en place de cette réforme? Est-ce que ça a découragé les enseignants? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise réforme? Mais avec des chiffres, avec des éléments, on n'en a pas. On n'en a pas, ou alors on a des fuites de documents non confirmés par un obscur service du ministère. Voilà, et ça tient lieu d'évaluation. Bon, donc ça pose problème. Selon vous, qui êtes une experte de ces questions d'éducation, est-ce que nos enseignants, nos professeurs d'école sont bien formés, oui ou non? Il y a un consensus sur la question qu'il faut mieux les former, mais je rappelle simplement par rapport à d'autres pays européens, par exemple. Depuis 2005, oui, tout à fait. Mais depuis 2005, il y a eu 2 réformes. L'intégration des IUFM dans les universités. La loi de 2005, ça c'est la première, et la masterisation qui est toute récente. Donc ça fait 2 fois qu'on se pose la question de comment mieux former les enseignants depuis 2005. Bon, donc il faut déjà, là encore, appliquer ce qui existe. Et puis ensuite, je rappelle simplement que la masterisation, c'était là encore une question idéologique au départ. Masterisation, c'est le recrutement, encore une fois, des professeurs d'école à Bac+5. Au niveau master. Je rappelle une chose très importante et qui explique peut-être la désaffection pour ce métier. Au départ, la masterisation, c'était quoi? C'était on va vous recruter à un niveau plus élevé, mais on va mieux vous payer. C'était ça le deal au départ. C'est pour ça que le SNES, qui est quand même le premier syndicat enseignant, a dit banco pour la réforme. Bon, aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et la question que vous avez soulevée les uns et les autres sur la question de mieux payer les enseignants et que vous avez souligné vous aussi, me paraît assez fondamentale. Et là, on bute sur un problème qui est toujours le même, qui est le problème de la contrainte budgétaire. Mieux payer 800 000 enseignants, ça pèse lourd dans un budget national. Ça pèse extrêmement lourd. Messieurs, vous retrouvez en tout cas, c'est ce que j'ai noté sur l'amélioration de la formation à travers une dimension plus pratique, à travers l'alternance. Daniel Laurent, qui a ajouté sur la quelque formation, un point qui est essentiel. Il est clair qu'au niveau de la formation, il faut donner des billes, en quelque sorte, et des munitions aux enseignants qui vont aller, par exemple, à l'école élémentaire.
voire à l'école maternelle. C'est des comportements et des méthodes pédagogiques à mettre en œuvre totalement différentes que d'enseigner en CM2. Il y a vraiment un effort à faire. Alors sur l'attractivité, je pense qu'il y a également une différenciation. Moi, je la vivais avec mes étudiants. L'attractivité du métier. Du métier. Beaucoup étaient attirés par professeurs des écoles par rapport, surtout là, avec la féminisation, professeurs des écoles par rapport aux professeurs de collège et de lycée. D'une part, par la régionalisation par académie, le recrutement par académie. Dans le sud-ouest, les jeunes gens et les jeunes filles préfèrent aller vers professeurs des écoles parce qu'ils sont sûrs de rester dans le sud-ouest. S'ils passent le concours du CAPES, ils sont reçus, ils sont nommés au Val-Fouré ou au quartier des Bosquets où je les ai vus, ils ont l'impression d'arriver en zone de guerre. On enchaîne sur la dernière proposition que vous faites, qui consiste à accroître les pouvoirs du directeur d'école, voire à individualiser ou à territorialiser la gestion de l'établissement scolaire, de l'école primaire. Pourquoi, selon vous, vous dites dans votre rapport que le directeur d'école à ce stade n'a ni les moyens, ni les pouvoirs, alors même qu'il a plus de responsabilités. Notre approche n'est pas du tout une approche idéologique sur ce sujet-là. C'est simplement, si on met en place tout ce qu'on a évoqué, en particulier l'organisation par cycle, etc. Il est clair qu'il faut un directeur d'école qui ait une certaine autorité, à la fois vis-à-vis de l'administration et vis-à-vis de ses collègues. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas le directeur d'école. Écoutez, moi, Christian Forestier, qui a travaillé avec nous, qui est quand même comment dirais-je, une éminence grise au sein de l'éducation nationale, nous disait l'école primaire, c'est un trou noir. Quand il était directeur du cabinet de Jacques Lang, ça veut dire quoi, ça, c'est un trou noir ? On ne sait pas ce qui s'y passe. Prenez, il y a des programmes nationaux, on le souligne dans le document, l'enseignement du calcul ou du français, ça peut varier du simple au double dans la semaine en fonction des écoles et des enseignants. Parce qu'il n'y a pas de directeur d'établissement susceptible d'harmoniser les pratiques. Et il y a des propositions qui ont été d'ailleurs votées par le Parlement, mais des décrets n'ont jamais été publiés pour faire des expérimentations d'établissements publics locaux d'enseignement, de telle sorte qu'on aille plus loin. Puis, Jacques Grosperrin, à l'UMP, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition qui consiste à créer à doter le directeur d'école d'un véritable statut ? Je crois qu'il y a une difficulté. Bon, c'est vrai qu'à ce jour, il n'y a pas de supérieur hiérarchique parce que je crois que la culture des professeurs des écoles ne souhaite pas. Il y a des inspecteurs de l'éducation nationale. Il y a des inspecteurs, mais bon, actuellement, la difficulté aussi, c'est une difficulté aussi qui sera financière. Je crois qu'il ne faut pas se cacher les yeux. À partir du moment où il y a 55 000 écoles en France, dont 3/4 qui ont moins de 4 classes. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met un directeur d'école dans chaque école ? Je crois que ça, c'est une difficulté. Et puis, peut-être aussi à relier... Alors, vous y seriez favorable ? Moi, je crois qu'il y a différentes solutions qu'on peut imaginer ça. Moi, je serais plutôt pour ce qu'on appelle l'école du socle commun. C'est-à-dire que je pense qu'il est plus intéressant de mettre en place un établissement scolaire comme un collège et de relier les écoles primaires qui sont avoisinantes à ce collège-là pour faire en sorte qu'il y ait une véritable synergie qui se mette en place. Si on met en place un véritable directeur d'école dans chaque école, on va arriver à l'échec vis-à-vis de ces écoles de cycle commun. Donc, un peu ce que j'ai lu dans le projet. Il me semble intéressant qu'il serait peut-être plus fondamental qu'il y ait ce chef d'établissement et puis que ces écoles soient pilotées par un inspecteur d'éducation nationale pour faire en sorte que la liaison entre le CM2 et la 6e soit plus efficace. Piloté par un inspecteur, cela dit, il y a 1300 inspecteurs pour 300 000 ou je ne sais combien de il faudra redéfinir les tâches, il faudra peut-être certainement recruter d'autres, mais il est évident qu'à ce jour, il y a un trou noir véritable, et c'est vrai que vous avez tout à fait raison, qui se passe, en tout cas un trou noir véritable au sein des écoles primaires, mais il faut faire attention, parce que si on met en place un directeur d'école, et je crois qu'il ne faut pas être démagogique par rapport à cela, ça aura un coût qui sera fabuleux, que les finances publiques ne pourront pas assurer ou assumer. Et puis ça ira, contrairement à ce qu'on peut dire, ça ira dans une situation contraire à cette liaison du cycle obligatoire, du CP, à la fin de 3e, qui me semble le schéma, en tout cas l'entité administrative la plus intéressante pour la réussite de nos élèves. Bruno Julliard, est-ce que vous êtes favorable à la création d'un directeur d'école ? Juste un mot, je vous l'avoue, assez abasourdi par les incohérences et surtout les contradictions totales entre ce que vous nous dites aujourd'hui sur à peu près tous les sujets et les politiques mises en œuvre par le gouvernement. Vous appelez à l'école du socle. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que ce sera très dur à mettre en place en 5 ans, parce que c'est une révolution culturelle très conséquente, notamment pour le collège. C'est-à-dire avoir un seul établissement scolaire qui irait de l'école maternelle jusqu'à la fin du collège. J'y suis très favorable, mais honnêtement, il faudra le temps avant d'arriver à une proposition comme celle-là. Ça, c'est ce que prévoit la loi de 2005, ça ? Cette continuité. Pas d'un point de vue
le socle commun, effectivement, doit être acquis à la fin de cette scolarité obligatoire, mais d'un point de vue organisationnel, il n'y a pas de fusion prévue entre le collège et l'école primaire. Je vous dis simplement que c'est totalement contradictoire avec l'idée en vogue à l'UMP de mettre un test de sélection à l'entrée du collège. On ne va pas lancer ce débat-là, mais enfin, il y a au moins une incohérence. Sur le contenu, pour être très, très direct, je ne crois pas que la question du pouvoir, de l'augmentation du pouvoir des directeurs d'école, encore moins d'ailleurs la création d'un établissement public autonome pour les écoles primaires soit une priorité. Je pense d'abord parce que c'est coûteux et ensuite parce qu'on a probablement d'autres chantiers prioritaires à l'école primaire qui vont mobiliser et de l'engagement politique et de l'engagement économique. En revanche, il y a 3 sujets qui doivent être traités dans la gouvernance. Il y a effectivement accorder plus de pouvoir d'agir aux équipes éducatives, c'est-à-dire aux enseignants dans les écoles primaires, quand on met en place la politique des cycles. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des enseignants qui soient en capacité d'avoir cette autonomie pédagogique pour pouvoir mettre en place cette politique des cycles. Ensuite, il faut améliorer l'accompagnement des projets éducatifs dans les écoles. Et ça demande une réforme importante de l'administration et notamment des inspecteurs d'académie. Ça devrait être négocié, notamment par une réorientation du travail effectivement des inspecteurs qui existent. Qui ne sont pas en nombre suffisant, loin s'en faut. Pas en nombre suffisant, et puis aujourd'hui pas formés pour cela d'ailleurs, mais qui doivent être probablement réorientés pour passer à une culture pas uniquement d'évaluation, mais plus d'accompagnement de projets dans les écoles. Et ça, c'est fondamental de commencer par ça, parce que tout le reste restera vœu pieux si on n'est pas en capacité d'opérer cette transformation de l'administration. Et puis le dernier élément, je partage ce que vous avez dit, c'est accroître les liens entre l'école primaire et le collège. On a une erreur historique d'avoir construit un collège qui est l'antichambre du lycée, qui regarde essentiellement le lycée, alors qu'il doit se tourner d'abord vers l'école primaire et être la continuité de la scolarité obligatoire. Et ça passera par un dialogue beaucoup plus nourri entre l'école primaire et le collège, et notamment par des échanges, par exemple, entre enseignants plus importants. Marie-Caroline Missire, sur les directeurs d'école, les inspecteurs de l'éducation nationale en nombre insuffisant, est-ce que vous considérez qu'il faudrait... Qu'est-ce qu'il faut choisir entre les deux? Ce qui vient d'être dit, on voit très bien que nos interlocuteurs tournent autour d'une notion qui est assez importante, celle de l'autonomie. Du pilotage et de l'autonomie du pilotage. Mais n'en parlent pas du tout de la même manière parce que ils ne la conçoivent pas de la même manière et ne sont pas d'accord sur qu'est-ce que c'est que cette autonomie. D'un côté, les établissements publics d'enseignement primaire, le renforcement du pouvoir des directeurs d'école, la droite, si je simplifie, avec différents projets, l'entend comme renforcer l'échelle locale et puis aussi accroître le pouvoir du directeur. C'est pas du tout ce que j'ai entendu du côté de Bruno Julliard qui parle d'autonomie pédagogique et qui dit OK pour l'autonomie, mais en accompagnant les équipes. Pourquoi ? Parce qu'on touche de doigt, là aussi, une question idéologique très forte pour les questions d'éducation, et on en revient toujours et souvent à des questions idéologiques, et à des choses qu'il est difficile de faire bouger, qui est celui de l'enseignant, et en primaire, le directeur d'école est considéré par ses collègues au même titre, comme un enseignant normal. Il n'a pas de statut de chef d'établissement. Oui. Donc, revoir cette organisation de l'école, moi je pense qu'il y a encore tous les éléments, il y a les décrets sont prêts, tout le cadre est là, il n'y a qu'une volonté politique à mettre en œuvre, mais c'est compliqué pour cette question de réticence idéologique sur est-ce qu'on est dans un système où on change complètement les mentalités avec un enseignant qui se situe au-dessus des autres parce qu'il est directeur d'école, ou est-ce qu'on est dans une logique d'accompagnement des équipes, d'autonomie pédagogique. Voilà, donc définissons d'abord... Le collège et le lycée, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour l'école primaire ? C'est une question culturelle et c'est une question, là encore, il faudrait un syndicat autour de la table pour qu'il nous explique pourquoi ils ne le font pas. Si vous en parlez au principal syndicat du premier degré, je peux vous assurer qu'ils sont très, très, très hostiles à la mise en place d'établissements publics. Jacques Grosperrin, vous souhaitiez ajouter un mot? On le fait pour le collège, pourquoi? Parce que le collège, il y a plus d'élèves, il y a plus d'enseignants, donc c'est plus facile d'arriver à sortir budgétairement un directeur ou un chef d'établissement, un principal ou proviseur. Mais lorsque la majorité des écoles fait en sorte qu'il n'y a que 4 classes, je crois que c'est difficile d'un point de vue économique de le mettre en place. Puis moi, j'ai peur quelque part aussi, que ça fige encore les choses et on n'arrivera pas à faire ce qu'on appelle cette école du socle commun, cette école obligatoire. Pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à l'examen d'entrée en 6e,
C'était la position du secrétaire. Sélection à l'entrée en 6e. De sélection en entrée en 6e. Bon, je crois que c'est à un moment donné, c'était une position de Jean-François Copé, c'était sa position, mais c'est une position qui a été débattue, largement débattue au sein de l'UMP, et je crois que ça serait intéressant de lui poser la question maintenant. Vous y êtes favorable, vous, personnellement? Je ne suis pas favorable. Qu'est-ce qu'on fait des enfants, qu'est-ce qu'on fait des élèves qui n'ont pas le concours d'entrée en 6e? Qu'est-ce qu'on en fait? Non. Daniel Laurent, vous souhaitiez ajouter un mot? Simplement, non, je suis sensible aux arguments sur la création d'un poste de directeur d'école. Effectivement, ça soulève des problèmes, mais je retiens quand même que, quelle que soit la solution retenue, il faut donner davantage de liberté au niveau local. Et cette liberté, il faut la gérer. Donc, c'est pas l'anarchie. Aujourd'hui, c'est un peu l'anarchie, d'ailleurs, au niveau local. Donc, une liberté régulée et gérée. Et pour l'histoire de l'examen d'entrée en 6e, ça n'a pas grand sens. En revanche, rendre public les évaluations, ça serait très intéressant pour les parents et pour les enseignants. On arrive au terme de cette émission. En quelques mots, votre conclusion, Marie-Caroline Missire? J'ai hâte qu'on puisse avancer dans le temps parce que j'ai l'impression que sur les questions éducatives, l'apparente convergence des deux grands partis qui sont le PS et l'UMP cache des divergences de fond idéologiques et puis surtout... Et quelle est la priorité selon vous? Quelle devrait être la priorité pour l'école primaire? Je pense qu'il ne faut surtout pas oublier le cadre budgétaire déjà, qui ne va pas faire en changer fonction de ses d'ici moyens. l'année prochaine. Il est toujours question de réduire la dette publique. Ça va être une contrainte forte, quel que soit le gagnant, si j'ose dire. La priorité, ça me semble quand même la question de la formation des enseignants, qui est ressortie de manière très très nette dans ce débat. Et puis surtout de veiller à la cohérence entre les réformes qui sont déjà mises en œuvre, qui sont déjà appliquées, et puis pas être dans l'action, l'agitation à tout prix et le coût politique. Voilà. Jacques Grosperrin, priorité pour l'école primaire? C'est ce que Freud appelait le principe de réalité-plaisir. Le principe de plaisir, ce serait de dire on va mettre des directeurs d'école dans tous les établissements scolaires, on va rajouter des postes, on va faire des heures supplémentaires. Puis le principe de réalité, c'est de dire que la dette est là, c'est quand même le premier budget de l'État, que l'engagement de l'État au niveau de l'éducation nationale, c'est quand même plus de 60 milliards d'euros. C'est le premier budget, en tout cas, vis-à-vis de cela. Donc il y a une nécessité, il y aura des convergences, mais il y a nécessairement un pôle financier qui ne permettra pas de faire tout ce qu'on veut. Donc je crois qu'on peut se rejoindre, PS et UMP, vis-à-vis des problématiques éducatives. Là où on ne se rejoindra pas, c'est si le PS demande à un moment donné plus de moyens, plus d'argent, plus de financement. Et enfin, pour terminer, vis-à-vis des écoles, je crois qu'il faudra absolument arriver à une évaluation des pratiques pédagogiques. Il faut véritablement qu'on arrive à dire, c'est quand même le seul service public, l'éducation nationale, qui ne garantit pas de réussite au niveau de ses élèves, qui ne la garantit pas nécessairement. Donc je crois qu'il faudra être capable à un moment donné d'évaluer les pratiques de ce que font nos enseignants au primaire et également au collège. Bruno Julliard. Oui, alors il pourrait y avoir des apparentes désaccords, je dirais, entre nous. En réalité, ce qui fait tout de même, je le pense, la principale différence, c'est tout de même les actes. Et si notre système éducatif décroche à l'échelle internationale, c'est en partie en raison des choix éducatifs qui ont été faits par le gouvernement et par la droite au pouvoir. Il nous faut décider d'une priorité. Mais non, c'est la réalité que les Français, quand même, je le trouve, je pense, le vivent. Il faudra décider d'une priorité à l'école primaire et à la petite enfance. La France consacre 15% de moins en termes budgétaires à l'école primaire par rapport aux moyennes des pays de l'OCDE. Je veux bien qu'on dise que ce n'est pas un problème de budget. Sur l'école primaire, si, c'est aussi un problème de budget. On consacre en revanche 18% de plus au lycée. Vous avez refusé de voir ça, c'est quand même une réalité. Et s'il y a beaucoup d'échecs au collège, c'est en partie parce qu'il est créé à l'école primaire. Il faut donc décider d'une priorité à l'école primaire, notamment, effectivement, par des recrutements et par un redéploiement au sein même du système éducatif et au sein même de l'éducation nationale. Puis ensuite, il faudra décider de choix majeurs, notamment sur la scolarité obligatoire à 3 ans, le droit à la scolarité à 2 ans pour les familles qui le souhaitent, et puis par des choix pédagogiques nouveaux, notamment par les méthodes des cycles qui doivent être mis en place. Bien, merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Merci à tous pour votre participation. À bientôt pour un nouveau numéro d'À l'épreuve.